16h50, c'est l'heure du grand dossier en direct sur LCI, Canal 15. Soyez les bienvenus. Ce soir, c'est le drame qui bouleverse la France. Une surveillante tuée ce matin au couteau par un collégien de 14 ans à Nogent, en Haute-Marne, lors d'un contrôle de sac encadré par la gendarmerie et devant l'établissement. Symbole de l'émotion, 1 minute de silence a été observée par les députés à la mi-journée en hommage à Mélanie, cette surveillante de 31 ans qui est décédée. Comment expliquer un tel déferlement de violence insensé selon les mots du chef de l'État? L'adolescent, auteur de l'attaque, était apparemment sans histoire, bien intégré, inconnu des services de police. Qu'arrive-t-il à la jeunesse française, de plus en plus violente et de plus en plus jeune? Comment endiguer ce phénomène? Est-ce une question sécuritaire, sociétale? Ce soir, Bruno Retailleau parle une nouvelle fois de barbare. Est-ce le mot juste? La menace des armes blanches chez nos enfants est devenue critique, assure François Bayrou, qui appelle à combattre un fléau répandu partout, un ennemi public. Violence des jeunes, le nouvel ennemi public, c'est le thème du grand dossier ce soir. Écoutons ensemble Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, qui s'est rendue sur place et qui a dénoncé un acte effroyable. Beaucoup de jeunes attendaient la fouille de leur sac et ont été témoins de cette scène extrêmement violente. Donc évidemment, les jeunes sont choqués. Ils sont choqués par ce qu'ils ont pu voir. Ils sont aussi très choqués de voir qu'un de leurs camarades a pu commettre un acte aussi effroyable. Allons plus loin dans le grand dossier ce soir. Accueillons Raphaël Maillochon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste police-justice au service de TF1 LCI. Christian Flech, bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Valérie Nataf, bonsoir, éditorialiste politique qu'on ne présente plus sur un LCI. Et Joseph Agostini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien et psychanalyste. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas un simple fait divers dont nous vous parlons ce soir. Le drame qui s'est produit devant le collège de Nogent en Haute-Marne ce matin révèle l'impuissance devant laquelle nous nous trouvons tous face à une violence inouïe de la part des mineurs de plus en plus jeunes. Comment y répondre? C'est ce que nous allons voir. Écoutons d'abord le témoignage très puissant de cette mère de famille qui avait accueilli chez elle l'adolescent qui a poignardé ce matin la surveillante. Moi j'ai un enfant, oui, qui connaissait, le jeune qui a fait ça. Il est même venu chez moi, ce jeune, et franchement ça aurait pu arriver à un de nos enfants, c'est improbable, quoi. C'est pas normal, moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? C'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. L'émotion, la sidération. Raphaël, dites-nous ce que nous savons précisément ce soir sur ce qui s'est passé. Il est environ 8h15 ce matin, contrôle de la brigade de gendarmerie locale devant cet établissement scolaire, ce collège Françoise Dolto. Et dans la file d'attente, pour une raison encore ignorée, il y a cet élève âgé de 14 ans, scolarisé en classe de 3e, qui va sortir une arme blanche, un couteau et aller toucher, poignarder mortellement à plusieurs reprises une assistante d'éducation. Elle avait 31 ans, mère de famille, qui s'était récemment reconvertie dans ce métier. Elle était, il y a encore quelques mois, coiffeuse. La victime, elle est héliportée en urgence absolue au centre hospitalier de Dijon, blessée notamment au niveau du cou, de l'abdomen et du dos. Elle succombera à ses blessures dans la matinée. Le collégien, lui, il est identifié, interpellé par les gendarmes qui procédaient à ces opérations, à ces contrôles aléatoires de sac à dos. Il est entendu sous le régime de la garde à vue. Et parce qu'il est âgé entre 13 à 16 ans, la garde à vue dure 24 heures maximum, mais comme il encourt une peine de prison supérieure à 5 ans, la garde à vue peut être prolongée une autre fois pour 24 heures, soit 48 heures au total. Et d'ailleurs, le procureur de la République va tenir une conférence de presse demain à 17h. Je termine en disant que cet adolescent, il était jusque-là inconnu des services de police, de justice. Ses 2 parents travaillent et il était ambassadeur
harcèlement au sein de ce collège. Oui, on reviendra sur ce profil qui nous interroge ce soir d'un adolescent apparemment sans histoire. Merci Raphaël. Nous sommes en direct avec Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon. Bonsoir monsieur le maire. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Nous avions envie de vous entendre ce soir car vous êtes l'un des élus, si ce n'est l'élu, qui connaissait le mieux cette question de violence débridée chez les jeunes. On se souvient de vos larmes, de votre appel à un sursaut national après la mort de Chemseddine dans votre commune, battu à mort par 4 jeunes. Qu'est-ce que vous dites ce soir après ce nouveau drame ? C'est toute notre impuissance qu'il faut dénoncer. Je ne reproche rien à personne, mais c'est vrai qu'on entend cette maman qui dit mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour en arriver à une telle violence ? Il y a 2 familles à nouveau qui sont dans la tristesse, dans la douleur ce soir. Cette jeune femme qui venait travailler, qui venait participer à la commission, à toute l'éducation de nos enfants, et puis ses parents, les parents de ce jeune qui a priori n'avait aucune raison de basculer ainsi dans l'horreur, et il vient de perdre la vie aussi de toute façon. Alors moi je suis surtout attristé pour cette famille, pour la famille de cette jeune femme qui ne demandait qu'à s'occuper des enfants, à s'occuper des adolescents, et qui se retrouve là. Alors oui, on est dans une situation où il faut absolument que tout le monde se réunisse. J'ai entendu le plateau de personnalités qui sont autour de vous. C'est toutes ces personnes qui doivent nous aider, parce que on se sent effectivement impuissant. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras, parce que ça serait la pire des choses pour notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Il faut absolument essayer de trouver des solutions. Jean-Marie Elles Villain, sont certainement multiples, là. Oui, est-ce que vous parleriez, comme François Bayrou, d'un fléau devenu un ennemi public, d'une dérive de la société ? En tant qu'élu, est-ce que c'est ce que vous constatez ? Alors, c'est un fléau, mais pas plus. Je veux dire, à Viry-Châtillon, il y a eu ce drame de Chemseddine, mais on le voit bien, c'est partout que ça se passe. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, on a ce type de choses. Alors, on peut considérer que c'est un fléau. C'est la bascule de ces jeunes qu'il faut considérer comme un ennemi public. Pas ces jeunes. Ces jeunes, il y a quelque chose. Alors, il faut tout. Il faut de la prévention, il faut de la police nationale, il faut de la police municipale, il faut beaucoup de prévention, il faut tout ça à la fois. Et puis il faut aussi aller vers les parents, parce que les parents visiblement parfois on perd du pied. Là, en l'occurrence, il semble pas que ça soit le cas, mais très souvent, on sent bien que les parents perdent pied. Vous savez, quand je fais des rappels à la loi dans mon bureau pour des jeunes qui font des premières bêtises, on va dire, et que à la fin de l'entretien, la maman me dit ah ben merci de nous avoir reçus, parce que moi je n'y arrive plus. C'est pas normal qu'une maman n'y arrive plus. Ça veut dire qu'il faut l'aider bien en amont. Il faut aussi que les papas, vous savez, ces papas qui s'en vont, qui font un enfant, qui s'en vont, et qui, une fois qu'ils sont partis, ne veulent même plus en entendre parler. Ceux-là aussi, il faut les responsabiliser. Et puis, il faut les punir s'ils ne veulent pas venir dans le bureau du maire ou dans le bureau du procureur. Il faut absolument que ceux-là soient aussi à l'écoute, et puis qu'ils puissent rendre des comptes. Parce qu'on ne peut pas laisser ces familles monoparentales, alors je dis des mamans parce que c'est très souvent le cas, mais ces familles monoparentales qui n'ont plus la force de s'occuper de leurs enfants. Et on ne peut pas continuer à laisser ça. Donc oui à ces contrôles, oui parce que c'est interdit d'amener quoi que ce soit de dangereux dans une école, mais peut-être passer aussi à des décisions plus fermes. Les procureurs de la République doivent être plus fermes sur ce qui s'est passé. Et puis vous avez il y a une grande part, j'ai entendu un petit peu du début de votre discussion sur les réseaux sociaux et tout ça. Je pense qu'il est clair maintenant qu'à l'entrée d'un collège, à l'entrée d'un lycée, à l'entrée d'une école, un jeune n'a pas à avoir son téléphone sur lui, en tout cas pas allumé pendant toute sa durée de la scolarité, pendant toute la journée. Il n'a absolument rien à faire avec. Il est en sécurité normalement dans l'établissement, et donc son téléphone ne lui sert absolument à rien. Il doit écouter les enseignants, il doit écouter les CPE, il doit écouter tous ceux qui font partie de la communauté éducative, mais il n'a absolument pas à aller voir quelque chose sur TikTok.
On comprend bien, hein, monsieur le maire, que la réponse doit se faire sur différents terrains. Merci beaucoup pour votre remontée de terrain, pour votre témoignage. Et merci à Julie Regard pour avoir permis la réalisation de ce duplex. Christian Flech, je rebondis avec vous sur ce que vient de dire monsieur le maire. Qu'aurait-on pu faire à ce stade, évidemment, de l'enquête? Car l'attaque au couteau a eu lieu lors d'un contrôle de sac devant l'établissement, encadré par les gendarmes. Donc, que dit l'ancien directeur de police judiciaire ce soir? Alors d'abord, c'est pas un contrôle encadré par les gendarmes, c'est un contrôle des gendarmes, puisque maintenant, depuis d'ailleurs quelques mois et à la suite de précédents problèmes, le procureur de la République peut délivrer des réquisitions aux forces de police et de gendarmerie pour faire des contrôles dans les sacs ou sur les personnes. Voilà. Donc, on vous donne le bilan de ce qui a été fait. On a découvert malgré tout des armes. Manifestement, là, le contrôle avait lieu et le futur auteur était dans la file d'attente. Donc, comment a-t-il réagi et pourquoi ciblait-il cette personne? Parce que manifestement, il a poursuivi l'assistante d'éducation. Donc, voilà, il y a plein de questions pour l'instant il faut comprendre la personnalité de ce jeune et comprendre ce qui s'est passé. Et après, derrière, le maire évoquait un certain nombre de sujets. Il y a plein de sujets qui sont révélés par cette affaire. Il y a bien sûr aussi le problème de la santé mentale des jeunes. Et puis aussi, on voit bien, et il a raison, que ce type de fait divers se retrouve n'importe où en France. Lui, il est dans une commune de l'agglomération parisienne qui est un peu plus sensible, mais à Nogent, dans la Haute-Marne, il n'y avait pas l'air d'y avoir beaucoup de problèmes. Et si on prend la précédente affaire dramatique qui était cette jeune femme qui a été larguée de plus de 50 coups de couteau dans un collège privé à Nantes, c'était pas non plus un établissement scolaire qui a attiré l'attention des autorités du rectorat. Alors les réactions politiques sont multiples, car ce débat ultra sensible a suscité beaucoup de réactions. D'abord le chef de l'État qui a dit alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensé. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. On peut écouter également Marine Le Pen qui a interpellé François Bayrou à l'Assemblée tout à l'heure. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Valérie, on est sur un débat qui nous touche tous. Nous avons tous été enfants. Il y a des mères, des pères de famille qui nous regardent ce soir. C'est un débat inflammable. Absolument, d'autant que, hélas, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a eu beaucoup de crimes commis avec arme blanche par des mineurs. Les chiffres, vous les rappellerez sans doute tout à l'heure. Oui. Ce qui m'intéresse dans les réactions des uns et des autres, la réponse qui m'a le plus intéressée personnellement, c'est celle de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, peu connu pour tenter de contextualiser en quelque sorte les différents événements dramatiques que connaît notre pays. Que dit-il, Bruno Retailleau, interrogé tout à l'heure par des confrères alors qu'il était à Laon où 2 pompiers sont morts lors d'une intervention? Il dit que sur cette question, la réponse ne peut pas être seulement sécuritaire. Ce qui veut bien dire que d'une certaine manière, on a basculé là encore dans un autre regard sur cette violence des mineurs. Il y a eu la droite au pouvoir, il y a eu la gauche au pouvoir, il y a Emmanuel Macron depuis 2017 avec des différents ministres de l'Intérieur, avec différentes politiques sécuritaires. Et tout le monde fait le même constat. La réponse n'est pas seulement sécuritaire. Il y a, vous l'avez dit, la santé mentale, il y a les réseaux sociaux et les portables, il y a le harcèlement, les rixes, les phénomènes et une violence des mineurs qui arrive de plus en plus tôt et qui est de plus en plus violente. Ah bah nous y reviendrons, dans un instant, chiffre à l'appui. Voilà, y compris, et je finis là-dessus, je ne veux pas être trop longue, il y a aussi parmi les élèves de primaire des crimes commis avec arme blanche. Est-ce qu'on se rend compte de ce que nous disons? Et donc, la réponse, elle doit être
collective dans notre société, la responsabilité des parents, la responsabilité de la communauté éducative, des forces de l'ordre et évidemment des politiques que je n'exonère en rien, mais ils ne peuvent pas être seuls face à cette vague, comme a dit le Premier ministre, qui menace de nous submerger. Parole au psychanalyste. Comment vous expliquez un tel déferlement de violence chez des mineurs aussi jeunes ? Moi, je dirais qu'effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, le volet préventif est prioritaire. Aujourd'hui, l'éducation nationale va faire étudier dans les écoles, ce qui est une très bonne chose, la série Adolescence, qui a été diffusée sur Netflix et qui évoque les thèses masculinistes qui corrompent un adolescent, en quelque sorte, qui va donner la mort à une jeune fille. Je pense que c'est à prendre en compte dans le maillage symbolique de nos institutions, de l'éducation, comment on détricote finalement toutes ces idéologies basées sur la peur, basées sur la confrontation, sur l'agressivité de nos jeunes, parce que nos jeunes sont en permanence confrontés à cette peur d'être déclassés, de ne pas être populaires s'ils ne se défendent pas. Il ne faut pas oublier également que l'utilisation des armes est d'abord à but défensif avant d'être offensif. Ces jeunes détiennent des armes pour ne pas être victimisés, pour ne pas perdre de crédit auprès des autres jeunes. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps seulement, qu'ils l'utilisent pour effectivement commettre des crimes. Mais avant toute chose, ils se sentent profondément insécurisés dans une société où la valeur étalon reste l'agressivité et la confrontation avec les autres. Mais Joseph Agostini, pardonnez-moi, mais est-ce que qu'est-ce qui a changé ? Moi, je me rappelle avoir grandi dans les années 90, où il y avait des films très violents, les slasher movies, les screams. Souviens-toi l'été dernier, il y avait un débat aussi sur les dessins animés trop violents. Et ça n'a pas fait de tous les adolescents des tueurs pour autant. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on en soit là aujourd'hui ? Tous les adolescents ne sont pas des tueurs. Je pense qu'il est bon quand même de le rappeler. Et qu'effectivement, il y avait une autre violence dans les années 60 et 70 qui était tout aussi importante, voire davantage dans certains champs. Mais en revanche, ce qui est vraiment important à dire, c'est comment nos jeunes consomment les images aujourd'hui. Quand on reste 10 à 12 heures sur les écrans, quand on passe sa vie à être sur TikTok, à regarder des images défiler les unes après les autres, quand on lit de moins en moins, quand on réfléchit de moins en moins, ça prend du temps de réfléchir, ça prend du temps de lire un livre, de lire un article en son entier. Effectivement, je pense qu'on est beaucoup plus exposé au passage à l'acte criminel, qui est quand même avant tout une impulsion, une décharge pulsionnelle. On a tous une pulsionnalité en nous et on apprend à l'apprivoiser dès le départ. Et là, je pense que la consommation excessive d'écran crée une forme de stimulation pulsionnelle qui est du côté du passage à l'acte et pas de l'élaboration. Christian Flech. Vous réagissez par rapport à cette affaire immédiatement, mais quand on prend la délinquance des mineurs et quand on voit la violence, il faut quand même se rappeler des faits divers qui ne sont pas très anciens. La crypto-monnaie, où on voit qu'il y a des mineurs aussi qui sont impliqués dans cette affaire avec des actes extrêmement violents. On voit le narcobanditisme, il y a eu plein d'affaires aussi où des mineurs sont impliqués dans des meurtres et ça n'a rien à voir aussi avec cette explication. Et même en matière de terrorisme, maintenant, on a des mineurs qui sont impliqués dans des affaires de terrorisme. Donc il y a un sujet général et je pense que le ministre Retailleau a complètement raison. Il y a un sujet global sur la société française qu'il faut aborder effectivement de façon collective. Oui, je pense qu'il n'est pas intéressant, intelligent d'incriminer les réseaux sociaux, effectivement. Mais je pense que notre éducation numérique, l'éducation numérique, et d'ailleurs je dis notre, puisque c'est aussi l'éducation numérique des adultes, des parents, ça passe vraiment par une rencontre entre parents et enfants, entre parents et enseignants, dans des groupes de prévention pour se mettre au niveau, en quelque sorte, de la décharge d'images que nos enfants vivent au jour le jour. Raphaël Maillochon, je voudrais regarder ces chiffres avec vous, ils viennent du ministère de l'Intérieur. Entre la mise en application de ces contrôles aléatoires par les gendarmes ou la police, décidée le 26 mars, et quand on fait le bilan au 26 mai, plus de 6000 contrôles, 186 couteaux saisis, 32 gardes à vue. On a fait les comptes, sur 6000 contrôles, 186 couteaux saisis, ça fait 3%. C'est peu. Est-ce qu'on peut parler de fléau ou est-ce qu'on peut se dire que les chiffres ne sont pas forcément révélateurs ? Alors ça, ce sont les chiffres pour les couteaux uniquement saisis et dans le même temps, on nous précise que lors de ces opérations de contrôle, 6000 sur cette période 26 mars-26 mai, il y a eu effectivement et également 225
autre objet saisi. Et à chaque fois, il faut le rappeler, c'est une consigne du ministère de l'Éducation nationale. Dès qu'il y a saisie d'un couteau, il y a conseil de discipline, couteau et autres, parce que nous avons ces derniers chiffres qui nous parviennent, 567 conseils de discipline, toujours sur la même période, et qui émanent toujours de ces 6000 opérations de contrôle. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les couteaux, c'est apportable facilement à l'école, soit des couteaux qui sont achetés, soit des couteaux qui sont retrouvés dans la cuisine ou par exemple dans l'établi familial. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Violence des jeunes, le nouvel ennemi public ». Sommes-nous devant un fléau hors de contrôle ou est-il encore possible d'endiguer la violence des jeunes? La question se pose après le drame qui s'est déroulé ce matin. Une surveillante tuée au couteau par un collégien de 14 ans à Nogent en Haute-Marne lors d'un contrôle de sac par la gendarmerie. On va retrouver Claire Cambier. Bonsoir Claire. Vous êtes sur les lieux où les faits se sont produits. Oui, exactement. On est devant cet établissement Françoise Dolto de Nogent. Vous avez par ici l'entrée administrative où les professeurs rentrent dans le collège. Et puis ici, l'entrée des élèves. C'est là où s'est déroulé malheureusement ce matin le drame. Il y a encore quelques taches de sang au sol qui ont été nettoyées dans la matinée. On a pu rencontrer des parents d'élèves, des élèves, de nombreux élèves qui ont assisté à cette scène, qui nous disent être choqués, ne pas comprendre cette situation. Il nous indique que Mélanie, la surveillante, était vraiment quelqu'un de très apprécié de tous les élèves, ne comprennent pas cette scène. Et on a vu une scène un peu aussi improbable, c'est des dizaines de bus, des dizaines un peu moins, mais plusieurs bus qui sont arrivés tout à l'heure. En attendant, les élèves qui sont évidemment tous partis, ils ont travaillé comme une journée normale et ce n'est pas un jour normal. Tous les élèves ont été pris en charge par une cellule psychologique et ont été récupérés par leurs parents. Merci beaucoup Claire Cambier avec Camille Sou en direct de Nogent en Haute-Marne. La surveillante de 31 ans s'appelait Mélanie et laisse derrière elle son compagnon et un enfant de 4 ans. Nous sommes en direct avec le maire de Nogent, Thierry Ponce. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir, monsieur le maire. On imagine votre émotion d'abord après ce drame? Oui, c'est comme vous venez de le rappeler, plus qu'une émotion, c'est quelque chose on ne peut pas l'imaginer de toute manière, même lorsque on nous téléphone et on nous prévient pour mettre en place certaines choses. C'est juste pas possible. Est-ce que vous avez été aussi surpris par le profil de l'adolescent intégré, inconnu des services de police et qui était même ce qu'on appelle un ambassadeur harcèlement? Alors, j'en suis tout aussi étonné que le corps pédagogique, que les enseignants du collège, puisque, comme vous venez de le rappeler, c'est un élève qui était investi dans la vie du collège, malgré quelques petites difficultés en début scolaire. C'est un élève qui était sur les rails et qui s'était déjà donné les moyens de voir l'avenir, puisque la seconde se profilait avec un cursus scolaire favorable. Donc, il n'y avait malheureusement pas beaucoup d'alertes, voire pas par rapport à cet enfant. Qu'est-ce que vous dites aux parents, aux mères, aux pères de famille, aux grands-parents qui ce soir sont choqués? Quels sont les échanges? C'est très difficile de trouver les mots et je crois que vous savez, dans des situations comme ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mots parce que ce qui s'est passé ne devrait jamais arriver. Donc, ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion, c'est que malgré un système de sécurité très performant dans la ville de Nogent, avec énormément de vidéosurveillance, on ne peut pas prévenir tout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était une journée contrôle de sac. Donc, c'est un contrôle inopiné qui a été décidé en fin de semaine dernière entre la principale et le commandant de brigade de gendarmerie de Nogent. Donc, quelque chose de voulu par l'administration et qui se déroule bien. C'est le deuxième contrôle. Le premier n'avait rien montré de particulier. On s'aperçoit que des forces de l'ordre sur place, à quelques mètres de l'auteur des faits, malheureusement n'arrivent pas à endiguer. Mais je crois que
on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque élève, ce n'est pas possible. Je crois que même si on met tous les moyens de sécurité possibles et inimaginables, on n'empêchera pas quelqu'un d'atteindre son but dans des faits identiques. Je crois qu'il faut aller chercher une part de la résolution du problème en amont. Et je pense aux plateformes qui diffusent des films ultra-violents. Et un enfant de 12 ou 14 ans qui regarde ce type de film, ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut aller aussi chercher auprès des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux font beaucoup de mal, notamment sur des périodes de plusieurs jours. Là, on avait un week-end de 3 jours. Les échanges sont très violents entre jeunes et j'ai peur que ça crée un petit peu un effet cocotte-minute. Et lorsqu'ils arrivent à l'école le lundi matin, là en l'occurrence un mardi matin, eh bien, on se retrouve dans une situation très très compliquée et des drames comme celui-là arrivent. Et puis je crois que les réseaux sociaux, ça fait partie justement. Il faut effectivement des axes contrôler l'usage globalement des téléphones et de tout ce qui va avec. Merci beaucoup, monsieur le maire Thierry Ponce, maire de Nogent en Haute-Marne, où s'est produit le drame ce matin. Les actes ultra-violents chez les jeunes sont en forte hausse. C'est ce que nous allons voir avec vous, Raphaël Maillochon, du service police-justice de TF1 LCI. Alors, d'abord, et je rappelle que ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, un premier constat qui peut paraître contre-intuitif ce soir face à ce drame, la délinquance chez les jeunes est en baisse. Regardez les chiffres sur les mises en cause. Ils représentaient 17% en 2016. Ils ne sont plus que 12% en 2024. Et quand on regarde les chiffres chez les mineurs poursuivis, regardez en 2016, 64 934 et en 2023, le chiffre est encore en baisse. Mais et c'est là évidemment que tout se joue, quand les jeunes passent à l'acte, eh bien alors là, les actes sont de plus en plus violents. Quand on regarde les chiffres qui concernent les ados poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée, regardez, entre 2018 et 2022, ils doublent, Raphaël. C'est l'explosion. Oui, ils ont quasiment doublé, effectivement. 1200 faits en 2018, près de 2100 en 2022. Et là, Marilyn, on parle de faits très graves. Vous le voyez au-dessus de moi, poursuivis pour assassinat. C'est-à-dire forcément cette mécanique, cette réflexion, cette préméditation avant de passer à l'acte, des faits de meurtre ou de coups mortels ou de violences aggravées. Là, dans les faits qui sont survenus très tôt ce matin du côté de Nogent, on verra les qualifications du parquet. Mais plusieurs témoignages sur place faisaient déjà remonter à nos équipes que c'était le mis en cause qui est actuellement entendu sous le régime de garde à vue avait visiblement des différends avec cette assistante d'éducation. On verra si le parquet retiendra la préméditation, donc l'assassinat, retiendra si l'assassinat peut être retenu parce qu'il avait son couteau avec lui ou alors tout simplement que c'est lorsqu'il a vu les gendarmes qu'il a décidé de sortir son couteau et de passer à l'acte. Mais on le voit effectivement sur cette période 2018-2022, les faits ont quasiment doublé. On peut regarder avec vous, Raphaël, un autre chiffre. Le nombre de mineurs qui sont condamnés pour homicide. 9 en 2018, 42 en 2022. Oui, là, c'est une explosion très significative. Les chiffres parlent d'eux-mêmes en source du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice des mineurs est très codifiée, très encadrée également. Là, en l'espèce pour Nogent, par exemple, vu qu'il est mineur, on rappelle qu'il a 14 ans, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement, c'est-à-dire d'être jugé devant une cour d'assises des mineurs, mais devant un tribunal pour enfants. Et on le voit, la justice, en tout cas concernant les jeunes délinquants, condamne bien plus une jeunesse moins délinquante, mais plus violente. On le voit avec ces 42 condamnations sur l'année 2022, les chiffres les plus récents que nous ayons à date. Merci beaucoup, Raphaël. C'était très important, évidemment, de vous entendre sur les chiffres. On poursuit notre questionnement avec vous, Christian Flech. On le disait, les réactions politiques sont nombreuses depuis qu'on a appris ce drame. On entend certains politiques dire qu'il faut mettre des portiques dans tous les établissements, augmenter les contrôles. Est-ce que c'est la bonne réponse ?
C'est sans doute pas la réponse la plus efficace immédiatement, pour plein de raisons. D'abord, si on regarde ce qui est le reportage de tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une entrée des élèves qui a l'air assez large. Oui. Il faut donc, si on veut couvrir plusieurs portiques, et à côté, on voit une entrée des professeurs. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait une entrée pour les fournisseurs, parce qu'il y a des besoins de faire rentrer des fournisseurs. Donc ça veut dire que si on veut faire les choses sérieusement, il faut canaliser tout le monde sur une seule entrée, la contrôler. On voit les portiques parce que ça fait spectaculaire, mais le portique, ça concerne les personnes, et à côté, il faut contrôler les sacs avec un bagagix. Donc ça veut dire qu'il y aura nécessairement une queue pour arriver à l'heure au cours. Il faudra s'y prendre avec beaucoup d'avance. On ne peut pas arriver 3 heures à l'avance comme à l'aéroport. C'est impensable dans les faits concrètement. Pas 3 heures, mais en tout cas, il faudra arriver plus tôt que l'heure du cours. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, il faudra aussi contrôler les sorties, parce qu'on peut aussi passer les choses par les sorties. Et puis, bien évidemment, c'était le sujet... pardon, ça m'a échappé. Sur les contrôles ? Sur les contrôles, évidemment, le Premier ministre parlait d'une expérimentation. Oui. On peut imaginer que l'expérimentation, il ne la fera pas à Nogent, dans une petite ville où il n'y a pas de problème, ou à Nantes, où c'était un collège qui ne posait pas de difficultés non plus. Raphaël, sur la question des portiques de sécurité. Oui, c'est un débat qui revient aujourd'hui. On l'a entendu tout à l'heure lors des questions d'actualité au gouvernement. Ça fait 16 ans que... en France, on parle des portiques de sécurité. Je replonge dans quelques archives. En 2009, Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, avait réagi après l'agression au couteau d'un enseignant, c'était du côté de la Haute-Garonne, en demandant d'installer, en mettant en tout cas cette idée en France d'installer des portiques de sécurité. En France, nous précisent des sources syndicales, l'installation de portiques de sécurité coûterait pour un établissement scolaire la somme de 100 000 €. On parle là de l'installation, de la maintenance, des badges, de la vidéoprotection. Donc voilà pour le prix pour l'installation des portiques d'établissements scolaires. Il faut du personnel pour former, pour arriver à détecter des choses. Et autre illustration, effectivement, sur le terrain, région Rhône-Alpes, en réaction aux attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015, 272 lycées ont été équipés de portiques, avec effectivement du personnel formé pour cela, pour un coût total pour la région Rhône-Alpes de 102 millions d'euros. Donc voilà, les portiques de sécurité, ça revient dans le débat, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui nous a interpellés ce soir, après ce drame, c'est la réaction du ministre de l'Intérieur. Et je voudrais qu'on écoute ce qu'il dit quand on l'interroge, nos confrères qui l'ont interrogé après ce drame, sa toute première réaction. La réponse, elle ne peut pas être seulement sécuritaire, puisqu'il y avait des gendarmes. S'il y avait eu 10 gendarmes de plus, 20 gendarmes de plus, ça n'aurait rien empêché. La réponse ne peut pas être que sécuritaire. Oui, et j'espère que ce n'est pas qu'une manière de faire un pas de côté par rapport aux propos évidemment démagogiques et récupérateurs de l'extrême droite. Effectivement, Bruno Retailleau pointe la dimension nécessaire, qui est la dimension préventive. C'est une manière de travailler en amont, au fond, avec nos jeunes. Ne pas tout de suite sortir le bâton, mais au contraire, réfléchir à ce qui se passe exactement dans leur quotidien. Vous savez, moi, je suis toujours abasourdi dans mon cabinet de voir à quel point les jeunes ne parlent plus que des téléphones et des jeux vidéo en ce moment. Ils parlent d'ailleurs de moins en moins de sexualité. Ils me parlent de moins en moins de rencontres avec l'autre sexe, de possibilités finalement d'accéder à une altérité au fond. On se demande même d'ailleurs s'ils se rencontrent, ces jeunes, parce que la plupart effectivement passent le plus clair de leur temps dans leur chambre à jouer, ou bien avec toujours les mêmes. Voilà, on mimifie en permanence. C'est toujours les mêmes copains, les mêmes jeux, les mêmes préoccupations. Effectivement, le vocabulaire diminue, les champs de curiosité rétrécissent, et au final, je crois qu'il y a aussi une explosion de la violence due à cette espèce de frustration, parce que de renfermement sur soi. Absolument, de faire toujours la même chose, d'être toujours en contact avec les images, d'être toujours dans une consommation débridée d'images et non pas de rencontres réelles, quoi. Il y a quelque chose dans le réel, dans la confrontation avec le réel, qui est pas du tout, qui est très initiatique. Faire du sport, écouter de la musique, faire la fête. Il y a quelque chose de la rencontre avec l'autre, de l'ouverture. Lire. La lecture.
même si c'est un gros mot peut-être pour beaucoup. Mais malgré tout, il y a quand même cette rencontre-là. En revanche, je pense que passer des heures dans la substitution, parce que finalement, TikTok, c'est ça le principe. Une image en remplace une autre et tout s'équivaut. C'est cette équivalence-là aussi qui crée une sorte de frustration et peut-être d'autistisation, n'ayons pas peur des mots, de cette jeunesse-là qui n'est pas véritablement confrontée à l'autre. Alors, est-ce que c'est aussi un problème d'éducation? Éric Ciotti parlait ce soir de la responsabilité des parents dans la violence ça n'a pas l'air d'être le cas, d'après ce qu'a dit Elisabeth Borne, ça n'a pas l'air d'être le cas dans cette affaire. Pas dans ce cas de figure. Mais ça peut être le cas dans d'autres situations, bien sûr. Donc, en tout cas, il y a un besoin, effectivement, que tout le monde travaille sur ces sujets. Ça me paraît être une évidence, ouais. Valérie Nataf. Naïma Mouchou, tout à l'heure, lors des questions au gouvernement, a donc posé une question au Premier ministre. C'est elle qui copilotait la mission sur les armes blanches et les mineurs. Elle parlait d'un effondrement de la société. J'ai trouvé que le terme était intéressant dans la manière qu'il avait de décrire à quoi nous assistons. À quoi nous assistons ? Nous assistons à des décennies de déni, refuse de voir, de démenti, ça n'existe pas, de renoncement, d'esquive, de déresponsabilisation à tous les niveaux. Moi, je pense que les parents, ils ne sont pas les seuls responsables. Et en l'occurrence, vous venez de le préciser, monsieur, les parents du jeune qui est présumé meurtrier de la surveillante travaillent, c'est un enfant sans histoire, etc. Mais il y a une espèce de refus de se confronter. Vous parliez de la réalité, mais y compris à tous les niveaux de la société et de ceux qui sont dépositaires normalement d'une certaine autorité, se confronter à la norme, le contrôle, la discipline. Pardon, j'ai l'impression d'être une mère fouettarde là, mais non, mais le psychanalyste sur ce plateau, je pense que c'est nécessaire. Dire non. Je racontais tout à l'heure hors antenne une expérience personnelle avec des jeunes parents à qui je disais attention, votre enfant fait ça, faut lui dire non. Et ils me disaient on ne dit pas non à un enfant. Eh ben, bienvenue dans notre monde. C'est intéressant parce qu'on parlait, pour rebondir sur ce que vous dites Valérie, aussi d'améliorer la prévention, ce qui se passe en amont. Et écoutez justement ce qu'a dit François Bayrou, qui a été interpellé sur la question à l'Assemblée dans l'après-midi. Il y a un deuxième travail que nous devons faire, c'est travailler à la question de la santé mentale des plus jeunes. À la première alerte, qu'il puisse y avoir examen, diagnostic et proposition de traitement ou en tout cas de prise de contrôle ou de reprise de contrôle de ces jeunes. Parce que je vais donner des... Est-ce qu'il y a un problème, Joseph Agostini, de santé mentale chez les plus jeunes ? Aussi. Il y a un problème de santé mentale. Je vais effectivement être comme Madame Nataf. Je vais dire que l'autorité est indispensable. Vous savez, il faut dire non pour pouvoir dire oui un jour à l'enfant. C'est-à-dire que oui et non sont les pendants d'une seule finalement et même chose. On ne peut pas dire oui systématiquement parce que le oui n'a plus de valeur ensuite. Vous savez, on manque de manque au fond dans notre société. Les enfants, quand ils manquent de manque, quand ils sont comme ça, quand ils sont capricieux et quand on leur donne tout, ils souffrent parce qu'au fond, on leur fait beaucoup de mal. Je trouve très maltraitant au fond. Ces parents qui veulent à tout prix assouvir tous les besoins de l'enfant. Parce qu'il y a une absence de cadre. Il y a une forme de cadre, il y a effectivement une absence de cadre, il y a aussi une démission, au fond, il y a une paresse. Parce que c'est beaucoup plus simple de dire oui à l'enfant que de sévir. C'est-à-dire vraiment être dans un travail de jugulation. Voilà. Il faut juguler, il faut apprendre à surfer sur la possibilité de le frustrer par moment, la possibilité à un moment donné d'accéder à ses désirs et pas à tous. Et je crois que c'est l'écueil de notre société, c'est ça. On est dans la radicalité, on est dans la binarité absolue. C'est soit tout oui, soit tout non. On est
avec des pères la morale qui nous disent en permanence qu'il faut mettre des portiques de sécurité comme si on pouvait faire quelque chose avec le bâton et avec le contrôle absolu. Et on est au contraire avec des gens qui nous disent mais non, il faut tout leur ouvrir, il faut tout leur donner. Il faut leur donner un portable à 3 ans, on peut leur donner déjà des écrans. Parce que c'est ça quand même qui se passe. Au fond, on ne sait pas encore modérer. Et je pense qu'il va falloir du temps parce que cette époque-là est l'époque de la régulation. On apprend à penser le numérique. Christian Flech, c'est intéressant hein, la manière dont se tourne spontanément le débat. Est-ce qu'au-delà des réponses sécuritaires, on est face à un problème sociétal et à un problème d'autorité ? Bien sûr, on est clairement dans un problème d'autorité. C'est vrai pour les rapports avec l'éducation nationale, c'est aussi vrai pour les rapports avec les forces de l'ordre qu'on vit aussi au quotidien. Et il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le sujet du texte qui a été voté par les deux chambres, le texte Attal sur l'excuse de minorité qui pourrait être, qui n'est pas automatiquement prise en compte. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il était actuellement devant le Conseil constitutionnel et que peut-être il sera appliqué. C'est un sujet important parce que la délinquance des mineurs est traitée par une ordonnance qui date de 1945, qui a été de multiples fois mise à jour au gré des faits divers d'ailleurs, mais qui n'est pas repensée de façon générale, parce qu'il y a un esprit derrière ce texte en 1945 qu'il faut revoir sans doute à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire, du problème de la société qui évolue. Et donc, Monsieur Attal, ancien Premier ministre, mais aussi ancien ministre de l'Éducation, a poussé un texte qui a été voté. Donc s'il est mis en application déjà, ça va modifier un certain nombre de choses et peut-être il faudra encore aller plus loin. Mais sur cette excuse de minorité, juste pour préciser, ce sera applicable aux plus de 16 ans, récidivistes, pour un crime ou délit puni d'au moins 5 ans de prison. Il n'y aura pas tout à fait, il y aura une atténuation de l'excuse de minorité. Voilà, donc c'est pas en tout cas le cas de figure aujourd'hui de ce jeune de 14 ans sans histoire. C'est un problème général, j'entends parfaitement. Je voudrais vous faire réagir, Christian Flech, aux préconisations de Naïma Mouchou, qui a travaillé depuis longtemps sur ces questions de violence des jeunes et qui propose de renforcer l'interdiction du port d'armes par les mineurs et leur vente, le déploiement de la vidéoprotection à l'entrée des établissements et l'interdiction des téléphones portables dans les établissements. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que font nos voisins, outre-Manche, les Britanniques, qui sont encore plus durs et qui, eux, disent les sites de vente d'armes seront désormais tenus de signaler à la police tout achat de couteaux suspects ou en grande quantité, et la peine de prison pour vente d'armes à des moins de 18 ans sera portée de 6 mois à 2 ans. C'est un exemple à suivre, Christian Flech. Oui, après, on peut aussi détourner, parce que quand vous êtes dans une bande où il y en a un qui est majeur, il peut aussi acheter les couteaux pour le compte des mineurs. Donc tout est envisageable. En tout cas, il y a un vrai sujet de dire que c'est illégal, mais ça, c'est déjà le cas. Le port d'une arme blanche est déjà illégal. Et derrière, il faut savoir quelles sont les sanctions en cas... D'abord, faciliter peut-être la recherche des armes blanches. On a vu que c'était la difficulté puisqu'il faut qu'il y ait des gendarmes ou des policiers. Donc il avait été envisagé que les personnels d'éducation dont c'est pas la mission puissent le faire. Donc peut-être faciliter le travail des policiers et des gendarmes pour pouvoir fouiller plus facilement les mineurs qui sont aux abords des établissements mais aussi en ville, avant ou après l'école. Et puis ensuite, une fois que le mineur est trouvé, moi ce qui m'a surpris toujours, c'est qu'on en soit à dire qu'il faut qu'il y ait systématiquement un conseil de discipline quand il y a une arme blanche qui est découverte. Je pensais que ça allait de soi, mais ça semble ne pas déjà aller de soi. Et ensuite, peut-être avoir une sanction pénale. Valérie ? Il y a un plan à Paris qui a été voté et mis en application sur l'usage des armes blanches. Alors, ce plan prévoit une campagne de prévention et de sensibilisation, de renforcer les contrôles dans certains commerces et de sensibiliser les enseignes, par exemple de bricolage ou de cuisine, et les grands magasins pour éviter la vente à des mineurs d'armes blanches. Et après, il y a aussi la coordination des dispositifs opérationnels. Mais ça, vous en parlerez sans doute mieux. Ce plan a été mis en place à la suite du meurtre d'Elias. Absolument. Oui. Et donc, je trouve qu'on est là dans l'ébauche peut-être de ce qui pourrait être réalisé nationalement. C'est peut-être de cela dont s'inspireront nos législateurs et Madame Mouchou qui doit maintenant
à partir des conclusions de son propre rapport, mettre en musique ses recommandations. Raphaël Maillochon. Oui, le plan couteau de la préfecture de police de Paris, justement signé avec le rectorat et également la procureure de la République. Quelques chiffres à vous donner. J'étais à la mairie. Et la mairie de Paris, effectivement, merci. J'étais à cette signature de ce protocole sur l'agglomération parisienne, donc Paris et la Petite Couronne. En 2024, 6500 saisies donc, de couteaux sur l'année 2024 contre 6000 en 2023. Donc là aussi, on voit que le nombre de contrôles opérés par la police municipale parisienne ou par la police nationale dans l'agglomération parisienne portent leurs fruits. Et en 2024, il y avait eu sur l'agglomération parisienne, encore une fois, 54 rixes, 28 blessés. Ça a plus que doublé par rapport à 2023. Il y en avait eu 25 en 2022, donc 25 en 2022, 54 en 2024. Et dans la moitié des rixes, il y a usage de l'arme blanche, usage des couteaux avec un public très jeune, des collégiens ou alors des lycéens. Quoi qu'il arrive, ce sont des publics mineurs à chaque fois. Vous êtes bien sur le canal 15 devant le grand dossier ce soir consacré à cette question, la violence des jeunes, le nouvel ennemi public. Cette surveillante tuée ce matin au couteau par un élève de son collège âgé de 14 ans interroge sur notre société. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parle d'une société du laxisme qui a engendré, je cite, parfois une fabrique de barbares. J'ai souvent dit qu'une société laxiste qui avait déconstruit tous les repères, tous les cadres communs, la notion de respect qu'on doit à chacun d'entre nous, la notion d'autorité, la notion de hiérarchie, cette société du laxisme avait engendré parfois, finalement, une fabrique de barbares. Et nous sommes en direct avec Prisca Thévenot, ancienne secrétaire d'État en charge de la jeunesse, députée Renaissance. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand dossier. Est-ce que le terme de barbare est le mot juste, le bon diagnostic ? Écoutez, à l'heure du drame que nous vivons collectivement en tant que nation, je pense que je ne vais pas rentrer ici dans une guerre sémantique avec les uns et les autres. Je pense que le moment nous oblige à la prudence et nous oblige aussi à la capacité à faire un débat sur le fond et uniquement sur le fond. Et face à la violence des mineurs que nous constatons depuis un certain nombre d'années maintenant, une violence d'autant plus jeune et d'autant plus forte, eh bien il y a deux faits. Le premier, c'est que nous devons être collectivement fermes sur les sanctions. Et sur cela, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de débat possible. Mais si nous devons être collectivement fermes sur les sanctions, nous devons aussi être ensemble lucides sur les causes. Et le drame d'aujourd'hui nous rappelle que, au-delà de l'enjeu sécuritaire qui est important et qui doit être travaillé et rappelé, nous l'avons fait d'ailleurs ici avec Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, nous devons aussi travailler sur des axes de prévention, sur l'accompagnement de nos jeunes dès le plus jeune âge, sur des actes de prévention au sein des établissements scolaires, sur des actes de prévention et de rappel des autorités et des repères auprès de tous les adultes qui accompagnent nos jeunes. Et donc je parle bien évidemment aussi des parents et de toute la société dans sa globalité. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons pouvoir travailler. Arrêtons les guerres sémantiques, arrêtons les petites phrases qui, pardon, à l'heure où nous sommes, font beaucoup plus de mal, nourrissent des polémiques et jamais l'action politique. Prisca Thévenot, on entend évidemment votre expérience au gouvernement en tant que chargée de la jeunesse et on l'a dit sur ce plateau, la réponse à la violence chez les jeunes, elle doit se jouer sur tous les terrains. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement une question de polémique. La notion de barbarie, elle fait aussi référence à la manière dont on doit lutter contre ce phénomène. Est-ce qu'on est dans une société en manque d'autorité et qui fabrique à la fin des fins, des barbares? Est-ce qu'il faut un choc d'autorité dans notre pays? J'ai envie de vous dire oui et un grand oui. Oui, et d'ailleurs, je ne suis pas la première à le dire. Gabriel Attal, alors Premier ministre, dans son discours de politique générale, demandait ce choc d'autorité. Il le demandait et il le demandait à son gouvernement pour le mettre en œuvre. Avec le ministre de la Justice, avec le ministre de l'Intérieur, avec effectivement les ministres de la Jeunesse. Nous devons tous être dans cette capacité. Et c'est pour ça que je dis d'autant plus qu'aujourd'hui, autant en tant que député, mais aussi les membres du gouvernement, nous ne devons
pas être dans une démarche d'être dans celui qui dira le mot plus fort, le mot plus brutal. Nous devons être dans une approche d'action. Nous ne partons pas d'une feuille blanche, nous devons voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce que nous devons améliorer et quelles sont les lois peut-être qui doivent être en capacité d'être reproposées à l'Assemblée nationale. Face à la délinquance des mineurs, par exemple, et je parle de manière plus générale, au-delà même du simple drame que nous vivons aujourd'hui, nous avons proposé une loi sur la délinquance des mineurs, sur l'excuse de minorité, sur l'autorité parentale, sur également la capacité de comparution immédiate chez les plus jeunes. C'est ça aujourd'hui que nous avons besoin de regarder et d'étudier. Commenter un mot pour un autre, je suis désolée, ça n'apportera pas grand-chose à la peine des familles qui ont été frappées durement aujourd'hui et à l'ensemble du personnel éducatif qui est aujourd'hui en deuil. Merci beaucoup Prisca Thévenot, députée Renaissance et ancienne secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Et je remercie également Pascal Chao pour la réalisation de ce duplex. Alors, c'est pas du tout une obsession de ma part, monsieur le psychanalyste, mais ce mot de barbare, il n'a pas été prononcé uniquement par le ministre de l'Intérieur. Il a aussi été évoqué ce matin par la maman d'Elias, ce jeune de 14 ans qui a été tué à coups de machette à Paris et qui avait pris la parole avant que ce drame n'ait lieu. Et elle aussi, elle a dit ce sont des barbares. Ils n'ont pas d'âme en parlant des mineurs qui ont tué son fils. Vous savez d'où vient le mot barbare, son étymologie? Les Grecs l'appelaient pour désigner les peuples qui ne parlaient pas leur langue. Et moi, je pense qu'on a perdu la langue des jeunes. On ne parle plus leur langue. On ne sait pas ce qu'ils vivent, les jeunes. Je pense qu'il y a un vrai clivage dans nos sociétés. On ne se met pas à la place de ces jeunes garçons, de ces jeunes filles qui ne sont plus en contact avec le réel de par leur utilisation excessive, mortifère des moyens technologiques. Et je pense que l'éducation nationale doit faire un pas supplémentaire vers l'initiation et l'apprivoisement du numérique. Voilà, moi j'emploierais ce terme. Apprivoiser le numérique, apprivoiser la violence qui en découle, la violence de certains influenceurs. Je pense aux influenceurs notamment masculinistes qui prônent une masculinité toxique qui va à l'encontre de nos principes, parfois même d'humanisme fondamentaux, qui sont une attaque en règle des femmes. Aujourd'hui, c'est quand même un jeune garçon qui a attaqué une femme. Il y a aussi cette question-là. Une femme qu'il n'aimait pas, puisqu'il disait haïr cette surveillante, et il l'a tuée. Je pense que tout ça est à réfléchir de ce côté-là. Est-ce qu'il faut parler la langue des jeunes ou est-ce qu'il faudrait que les jeunes parlent la même langue que nous? Est-ce que, j'entends ce que vous dites sur bien sûr, c'est un nouveau monde auquel parfois il nous est difficile de comprendre quoi que ce soit, mais je ne sais pas s'il faut que ça se passe dans ce sens-là uniquement. Est-ce que tous ces jeunes confrontés à ces réseaux, à cette éducation numérique, comme vous le dites, ne devraient pas aussi pouvoir parler notre langue? Moi, je vous répondrais que nous devons partager la même loi, le même pacte républicain, mais que les jeunes ont une langue et qui s'appelle la langue de l'adolescence. Et je pense que c'est normal qu'elle ne soit pas la langue des adultes, qu'elle ne soit pas la langue du respect tel que nous le concevons. Et effectivement, il y a un côté transgressif aussi à vivre du côté de l'adolescence. Raphaël Maillochon, je voudrais qu'on écoute ensemble ce que dit régulièrement le ministre de l'Intérieur, parce que lui, il est en lutte contre ce fléau de société en parlant du mot barbarie. Cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui, pendant des décennies, a déconstruit tous les cadres communs. S'il ne s'agissait que de maintien de l'ordre, ce serait simple et ce serait déjà résolu. C'est une question de société. J'ai eu déjà l'occasion de le dire en utilisant volontairement le mot de barbare. Il faut frapper les délinquants et les barbares, comme je les ai appelés, au portefeuille. Cette société a engendré une fabrique de barbares. Les mots ne sont pas trop forts. Et régulièrement répété. Oui, répété, et on l'a vu en termes de ces différentes archives que vous avez ressorties, que c'est répété, mais sur des faits, j'ai envie de dire, très vastes. Il y a à la fois du terrorisme, de la criminalité organisée, du grand banditisme, du narcotrafic, la crypto-monnaie, parfois également des problèmes de maintien de l'ordre, que ce soit à Paris ou en région. Donc on le voit, c'est un langage, c'est une sémantique ministérielle qui est nouvelle. Ce n'était pas le cas à son prédécesseur Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et là, le ministre actuel de l'Intérieur évoque ces mots barbares, mais pour un champ lexical très vaste de faits qui touchent la police, la justice ou la gendarmerie. Christian Flech.
Non, mais Raphaël Maillechon a raison, et ça me fait revenir en mémoire le jeune qui a été poignardé mortellement à Dax, où pour la première fois, Interpol a délivré une notice rouge qui concernait un mineur de 16 ans. Le mot n'est pas trop fort selon vous? Non, je pense qu'il a... quand vous êtes confronté, comme le sont les policiers, les gendarmes, dans des situations très dures, comme ça s'est passé d'ailleurs au moment du PSG, on voit bien qu'en face des policiers, il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce grand dossier ce soir consacré à la violence des jeunes. Il est bien